Quel est le but de votre association Libre Cueillette? Libre Cueillette a été créée après avoir vu le film Demain. Et dans le film Demain, il y avait une expérience qui m'avait beaucoup plu, ça s'appelait les incroyables comestibles. Une expérience qui a commencé à Todmorden en Angleterre. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que en cultivant librement et en permettant aux gens de venir cueillir ce qu'ils cultivaient librement dans la ville, ça avait totalement changé l'ambiance de la ville. Ça m'avait beaucoup plu. Donc je voulais faire la même chose, mais en adaptant à des gens qui finalement n'ont pas tellement besoin de cultiver pour manger, mais par contre qui ont énormément besoin de partage et d'échange, et que les gens puissent se parler les uns les autres, qu'ils cessent d'avoir peur les uns des autres, et cultiver dans des jardins partagés, ça permet aux gens de se rapprocher. L'objectif, c'est aussi des incroyables comestibles, c'est qu'il y ait le moins d'espace d'herbe et le plus d'espace avec des comestibles. Et aussi le retour à la terre, on a besoin de redonner du sens, on a besoin de recréer du lien tout simplement les uns avec les autres, de pouvoir partager, de créer une entraide et le retour à la terre, ça permet ça. C'est aussi un excellent moyen pédagogique pour les enfants. Comment avez-vous fait pour financer le début du jardin? Ça, c'est moi qui m'en occupe. C'est-à-dire que ici, pour ce jardin-là, nous avons été contactés par le COL. Le COL, c'est le Comité ouvrier du logement. C'est donc l'office HLM, tout simplement. Et d'origine, quand ils ont construit ces immeubles, sur ces terrasses, ils avaient mis ces plateaux de bancs vierges avec ça d'épaisseur de BRF, donc des gros copeaux de bois, zéro plant sauvage qui poussait à travers. Et c'était le souhait de cet office HLM que les gens apprennent à voisiner en jardinant. Petit à petit, il y a une ambiance qui fait que les gens se disent un jardin partagé, ça ne va pas nourrir 40 000 habitants, mais ça apporte une autre ambiance dans une ville et petit à petit, les villes s'y mettent de plus en plus. Vous avez sûrement vu demain, après-demain, donc c'est assez révélateur de toutes les alternatives qui émergent. On parle de nouveauté, mais c'est pas réellement nouveau, c'est un cycle, ça revient. Le fait qu'on en reprenne conscience, c'est très très bien. Mais voilà, ça se développe petit à petit, mais à force, les municipalités ont validé les projets. Qu'un jardin partagé comme ça, où on a un potager, ça coûte nettement moins cher en entretien à une municipalité que d'avoir à faire passer leur jardinier au mètre carré. Ça n'a rien à voir. Que plantez-vous comme légumes et comme plantes? Alors comme légumes, on peut trouver, on utilise les 4 saisons. Donc on va respecter le cycle des saisons. On laisse les légumes d'hiver monter en graines. Par la suite, on aura des variétés de tomates anciennes, parce que ça en y tient. Il y aura des piments. Après, ce sont les jardiniers et jardinières qui vont le décider. Des haricots verts, des piments, des padrones, des aubergines. On a commencé tout ce qui était cucurbitacées, des radis, des salades, des cornichons, des concombres. Enfin, on fait la chayotte, la patate douce, ça marche aussi. Le gingembre, le curcuma. On varie les plaisirs. Elles décident collectivement de ce qu'elles veulent planter. Et après, il y a cette association de plantes qui fait qu'il y a des plantes amies qui s'entendent bien, des plantes qui ne s'entendent pas du tout. Donc on respecte ça. On mélange les fleurs avec les légumes, c'est important. Et puis des légumes hauts avec des légumes qui restent au sol. On respecte aussi, je ne sais pas si un légume a besoin plutôt d'ombre, on va le mettre à côté d'un truc qui va lui faire de l'ombre. Et de l'autre côté, on n'a pas vu, mais donc il y a des vignes et des fruits rouges aussi, et du cassis. Comment vous protégez vos légumes? Non, pas le sol. Donc on laisse une litière sur le sol qui est assez épaisse. Après, comme on vous l'a dit là, tout ce qui est automne-hiver, on laisse pousser. On sait que de toute façon, il faut quelques années avant qu'il y ait un certain équilibre. Et on respecte ça. Le sauvage, c'est aussi joli et c'est bien. Et c'est bon pour l'équilibre dans la tête. Ouais, dans la tête parce des gens. Il y a une variable dont on n'a pas parlé qui est importante, c'est le temps. Et c'est ça aussi qui est important à notre époque, c'est aussi de prendre le temps. Et du coup, on prend le temps pour le jardin et du coup, on peut prendre du temps pour soi. Et on peut prendre du temps aussi pour les autres.
Alors ici on est dans un jardin de quartier. Donc moi je suis médiateur en agroécologie urbaine. C'est-à-dire je développe des projets autour de jardins ouverts et gratuits. Comme vous avez déjà pu voir dans le film de Mélanie Laurent, Les Incroyables Comestibles. Donc ici c'est le même principe. On a décidé de faire un jardin ouvert et gratuit. Et au départ il devait être fermé ce jardin, avec une barrière, un jardin partagé. Mais aujourd'hui les jardins, les concepts de jardin, c'est plutôt des lieux de vie comme ça. Et donc autour de ce jardin, on travaille avec le restaurant associatif qui est à côté, et puis les enfants, les familles, les écoles. C'est pas grand chose avec les moyens qu'on a, mais voilà, on propose aux gens de toucher la terre, de reprendre contact avec la terre. Là on a commencé il y a 5 ans. Alors pour la petite histoire, ça a commencé le jour de l'attentat de Charlie. Donc le jardin s'appelle Air de paix et de partage. Ici tout le monde est bienvenu, pas de discrimination. Le jardin est très respecté, quoi. Ça apporte de la beauté, et la beauté elle agit, c'est pas quantifiable. Mais on sait que les gens regardent le jardin depuis leur fenêtre le matin et qu'ils voient ce bout de nature qui pousse avec des arbres là où avant c'était plat. Donc tout ça, ça agit sur eux, sur leur qualité de vie. Donc il y a cela qu'on ne voit pas souvent, et puis après ça a touché à peu près 900 familles ici à travers les enfants. Donc c'est devenu un lieu qui fait partie du quartier maintenant, et où chacun se l'approprie. Voilà, entre celui qui vient ici se reposer, celui qui vient faire un peu de jardinage, ou celui simplement qui peut voir un bout de nature pousser au pied des immeubles à Bayonne. On fait vraiment partie du quartier, on a des relations avec les gens, on est comme les habitants ici. Alors un projet identique, ça n'existe pas. On est des artistes, on est des poètes ici, donc on travaille et il n'y a rien qui change. On ne fait pas des projets fixés qui sont éternels, et donc ça change tous les jours. Tous les jours on change de pratique, on s'adapte à ce qui est au réel. Et comme c'est la nature, il y a des choses qui changent et on s'adapte à tous les petits accidents de la vie et à toutes les joies de la vie. Plein de personnes. Au début il y avait 0 jardin à Bayonne. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça à Bayonne avant nous, mais ça ne prenait pas, c'était pas encore à la mode. Mais c'est plus qu'une mode au début, les gens au début quand c'était une mode. Donc, ça fait déjà 5-6 ans que c'est une mode, c'est vraiment... on propose des modèles du futur, comme vous voyez dans le film Demain par exemple de Mélanie Laurent, où elle était juste derrière vous là, quand elle est venue. Il n'y avait pas encore de jardin à Bayonne. Et on avait fait quelques projets, on avait essayé et tout ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a eu des projets participatifs. Et la plupart des projets, c'est pour créer de la nature en ville et des jardins. Donc depuis, il y a eu beaucoup de gens qui s'y sont mis. Et on nous demande tous les jours des partenariats et tout ça. Mais c'est difficile de répondre à tout ce qui est demandé. Alors ce qu'on cherche à faire, c'est à le développer. Que nos élus prennent conscience que c'est bon pour leur population. Et donc du coup, eux aussi s'en emparent pour arriver à cultiver nos villes, pour qu'à nouveau on peut vivre avec des villes à la fois végétalisées. Donc on essaie plutôt d'aller vers créer un lieu de formation à la permaculture par exemple à Bayonne, dans une ferme qui est un peu plus derrière, qui sera un lieu de formation où les gens pourraient venir se former et développer ces modèles là où ils habitent. Avec des idéaux, j'ai pas envie de sauver la planète, j'ai juste envie d'être présent, être là, de faire ensemble. Et je pense que c'est de sortir de l'individualisme pour arriver à un individu qui est dans la coopération. Et pour ça, il faut s'arrêter, il faut être ensemble, il faut s'aimer un peu plus, être à l'écoute. Si j'ai un idéal, c'est plutôt le fait qu'on soit vraiment là avec la nature et avec nous-mêmes et avec les autres.
a des choses intéressantes pour semer. On a des systèmes avec des plaques comme ça. On peut répartir les graines en les faisant glisser. L'excédent de graines, on le met en bas. Et ensuite, on se met au-dessus de notre plaque. Et juste en faisant ça, on fait tomber quasiment toutes les graines à leur place. Donc on gagne beaucoup de temps là-dessus. Ce mesclin, il est planté avec un outil qu'on a depuis peu qui nous plante des chapelets de papier avec déjà les plants. On fait les semis dans notre table de semis et on a un espèce d'outil qu'on tire sur lequel on met les plaques. Et en tirant cet outil, ça nous déroule les plants. Ça c'est aussi un outil assez récent. On appelle ça les doigts cresse. C'est des doigts en caoutchouc assez souples qui permettent de désherber sur le rang comme si on était avec des mains. C'est-à-dire qu'on a cette lame-là qui va venir désherber tout ce qui est de ce côté-là. Ce disque-là qui va protéger les jeunes plants, comme les jeunes carottes, parce que c'est tout petit, c'est très fragile. Donc cette zone-là ne sera pas travaillée, ne sera pas détruite grâce à ce disque-là. Mais par contre, derrière, on a quand même un petit peu de travail par ces doigts en caoutchouc qui viennent quand même gratter sur le rang. Celui qu'on utilise très souvent aussi, c'est ça. C'est une lame qu'on fixe dessus pour désherber les allées, souvent. Mais même dans les serres, on s'en sert pour préparer le sol, parce que ça suffit. Le sol il est de bonne qualité, donc un travail très superficiel suffit. Et voilà, on l'utilise comme ça en poussant. D'accord. Bon, là on est dans une avec de cailloux, donc vous ne allez pas vous rendre compte, ça ne rentre pas en terre, mais sur de la terre c'est très efficace. Des mûriers par exemple. On va se retrouver avec une haie de mûres sur toutes ces lignes-là. On les a plantés l'année dernière. Donc ça c'est la partie serre. Et ici on a la partie fruitière et légumière. On a des rangs de fruitiers tous les 5 mètres. Et chaque fois on a 5 mètres de livres entre les fruitiers dans lesquels on a ajouté les légumes. Ça a été greffé dimanche dernier. Donc on insère dans ce porte-greffe des rameaux de variétés de pommes qui nous intéressent. Nous on cherche des pommes qui soient à la fois résistantes aux maladies, bonnes en goût et tardives. Parce qu'on a beaucoup de travail en été, on ne veut pas en plus avoir des récoltes de pommes. Donc on a mis tout ça en variétés différentes qui répondent à ces critères-là. Dans la greffe, on a un arbre qui s'appelle un porte-greffe. On le choisit pour des qualités racinaires ou d'autres qualités. Par exemple celui-là, c'est des arbres qui ne deviendront jamais très grands. C'est des arbres qui n'ont pas énormément de vigueur mais qui dépasseront jamais 2,50 m. Donc, et après on découpe l'écorce et on insère ce qu'on appelle le greffon, qui est un morceau de branche d'un autre fruitier, et on attend que la cicatrisation se fasse. Une fois que c'est cicatrisé, on laisse se développer une des 2 branches, celle qui a le mieux poussé, pour faire la partie aérienne. Et ça, c'est ce qui va déterminer le greffon, c'est la variété qu'on cherche à faire pousser. Après, on a des produits qu'on appelle des produits éliciteurs, comme le purin de consoude, qu'on met également en préventif sur les cultures à risque. Oui, il y a agriculture biologique, ça ne veut pas forcément dire être totalement inactif. On a le droit d'utiliser certains produits qui sont considérés comme naturels.
C'est une pompe qui nous remonte de l'eau en permanence, juste avec de l'énergie cinétique, avec l'écoulement d'une chute d'eau. On peut remonter une fraction de l'eau qui la traverse. Ici, normalement, on met ses cuves sur le petit château d'eau, là. Et donc là, elle arrive à remonter de l'eau jusqu'à cette hauteur, voire un peu plus. Dans ce système-là, j'ai un petit barrage que j'ai fait ici, qui me permet d'avoir de l'eau à cette hauteur-là. Et elle passe à travers ce tube jusqu'à la pompe qui est en bas. Et il y a une vitesse d'écoulement à travers ce tube qui est de l'énergie cinétique. La pompe évacue de l'eau et tout d'un coup elle se ferme. Et donc on se retrouve avec une surpression qui comprime de l'air dans la cloche rouge qui est en haut. Et cette surpression, elle est évacuée par un peu d'eau qui remonte dans ce tuyau. Le tuyau noir là. Ce tuyau se connecte au cube et toutes les 10 secondes, j'ai une toute petite quantité d'eau qui remonte dans mes cuves. Ça nous assure une partie de l'irrigation. Depuis une dizaine d'années que ça monte tranquillement. On est encore loin de toucher même pas la moitié de la population. Nos clients sont des gens assez convaincus et engagés, mais on en a de plus en plus. Quasiment toute notre production est coulée en vente directe. Et après, sur certaines cultures, comme la salade, le mesclin et les aromatiques, on en produit également pour les biocopes. Je suis Jean Mougenot, je suis coordinateur du pôle de coopération Sud-Aquitaine, qui est en fait un pôle d'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'on regroupe des associations, des coopératives qui sont toutes engagées sur des projets écologiques, d'insertion et des projets solidaires plus généralement, et donc qui mêlent l'économique, le social et l'écologie. Alors, sur le projet Lacoste, en fait, ça vient un petit peu des constats dont j'ai parlé, des constats un peu liés à la situation de l'environnement sur notre territoire et de constats économiques et sociaux. Donc pour résumer, le fait d'essayer sur notre territoire d'avoir de nouvelles installations agricoles et de soutenir aussi les installations déjà existantes pour tout simplement pérenniser un petit peu l'agriculture sur ce territoire et proposer aussi davantage d'agriculture en bio. Parce que ça vient encore une fois préserver les sols, la biodiversité et que ça vient du coup, on va dire, entretenir un petit peu l'environnement local et contribuer à le préserver. Et du coup, en fait, donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi économique qui est d'aider au renouvellement aussi agricole, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'agriculteurs qui partent en retraite aujourd'hui et il y a des exploitations qui restent sans projet de reprise et qui partent parfois pour des projets tout simplement immobiliers. Et donc pour éviter ça, on essaie de favoriser, on va dire, une dynamique d'installation, c'est-à-dire d'aider à ce que des porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes, mais puissent se lancer sur le territoire. Donc toujours en pensant à consolider les agriculteurs existants, certains aussi ont besoin de continuer leur activité ou de trouver de nouvelles terres, mais aussi favoriser l'installation. Et donc ce qui est génial en ce moment et dans la période qu'on vit, c'est qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui s'adressent à nous. Sur les 2 dernières années, on est entre 6 et 10 porteurs de projets qui nous ont sollicité pour s'installer sur le territoire. Donc on sent qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un mouvement de ce côté-là. Et maintenant, c'est comment on le dynamise. Et donc pour le dynamiser, une des possibilités, c'est d'aider les gens à se tester en agriculture bio, à se tester dans leur exploitation agricole, dans leur activité agricole,
Et pour le coup, après, les aider à trouver des terres surtout, parce que quand on s'installe, il y a eu plein de documentaires autour de ça, quand on s'installe, aujourd'hui, ça peut être un parcours du combattant pour trouver les terrains, pour trouver des financements, pour arriver à accéder. Et donc, c'est aussi préparer l'installation derrière. Donc, voilà. Et un dernier point qui est très important pour nous, c'est la question de l'insertion. Aujourd'hui, dans notre société, c'est comment on aide des gens qui sont un peu plus éloignés des circuits de l'emploi aujourd'hui, ou qui ont eu des parcours de vie, des ruptures dans leur vie qui font qu'aujourd'hui, ou un manque de qualification, il y a plein de raisons à ça. Et comment est-ce qu'on les aide à trouver des manières de se revaloriser aussi, reprendre confiance, retrouver une activité qui donne aussi un coup de pouce. Et donc le projet Lacoste, il réunit ces trois aspects-là. Donc l'aspect environnemental, l'aspect agricole et soutien à la création d'activités, et l'aspect surtout insertion de personnes en difficulté. Ça, c'est le principe de départ du projet Lacoste. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet-là? En fait, il y a un terrain qui appartient aujourd'hui à la ville de Tarnos, un terrain qui fait 10 hectares de surface. Donc c'est une chance parce que 10 hectares en plein milieu de la commune, on va dire, pas très loin des principaux axes de communication, de la Nationale 10. Donc ce terrain-là, en fait, la mairie nous en a parlé en nous disant voilà, il y a ce terrain agricole, on aimerait bien faire quelque chose qui va vers les circuits de proximité, qui va vers les circuits courts, qui sont en agriculture biologique, mais maintenant voilà, la copie est blanche, et qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain? Il y aura 3 volets. Il y aura un volet de création d'activités agricoles et de tests. Ça veut dire qu'on pourra donc permettre à 2 à 3 porteurs de projets en maraîchage biologique, en culture de légumes, pourquoi pas de petits fruits aussi, de venir se tester. Donc on a pour ça une structure qui s'appelle Trébatou. Cette structure-là, elle aide les gens à se tester, elle fait un rôle d'espace test, c'est-à-dire que les gens viennent avec un projet agricole, ils ont un contrat pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à 3 ans, et dans ce contrat-là, en fait, ils se lancent en tant qu'agriculteurs, ils commencent à produire, à planter, à vendre, et l'espace test les accompagne. Leur fait toute la comptabilité, les héberge, on va dire, au niveau juridique, leur fait la TVA, les accompagne aussi sur l'aspect technique, sur leur activité, et sur le côté aussi entrepreneur, c'est-à-dire comment vendre, comment communiquer, comment développer son activité. Donc ils ont tous, c'est comme un SaaS qui leur permet de se tester pendant 1 à 3 ans. Ça, c'est un premier volet du projet Lacoste. Et derrière, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en lien avec la communauté de communes et les communes, on les aide à anticiper des terrains pour s'installer après. Ça veut dire que si le test est concluant et que ces personnes se disent, mais voilà, on a envie de continuer en agriculture, on anticipe le coup d'après et on essaye de trouver des terrains sur lesquels ils pourront s'installer. C'est quoi les facteurs qui rentrent dans notre baisse de consommation d'énergie? Par exemple, à Très-Rareté, les habitants ont décidé de mettre les liens sociaux en avant afin de remédier aux problèmes énergétiques. Et c'est ce que nous explique Guillaume, un habitant de la résidence. Très-Rareté, c'est un choix dès le début de mettre en commun des espaces qu'on mutualise pour les utiliser au mieux. Alors le côté social ou économique tel que est posée la question, il est beaucoup dans le bien vivre ensemble. L'implication et le militantisme des voisins fait que il y a un esprit et une réflexion qui est basée sur une dépense d'énergie minimum, en tout cas raisonnée. Donc, d'après Guillaume, ce seraient les liens sociaux créés par les habitants qui favoriseraient une consommation énergétique faible. Alors la dimension humaine et de partage qu'on peut trouver ici sur la résidence Très-Rareté, c'est celle de s'échanger en fait en fonction de ses connaissances et de ses compétences. Certains des domaines où ils sont plutôt à l'aise, ils n'hésiteront pas à expliquer à leurs voisins. Toute initiative ou toute envie d'utiliser ou de faire est soumise à une discussion, à une commission. Aujourd'hui, pour améliorer, pour être beaucoup plus dynamique et qu'il n'y ait pas trop d'inertie, on fait en sorte qu'on utilise différents outils de communication, de réseaux sociaux ou autres, mais surtout on se parle beaucoup, c'est essentiel, pour faire agir, pour avancer, pour réparer. Mais il n'y a pas que l'entraide et les liens sociaux qui font qu'une personne a une consommation énergétique faible, il faut aussi avoir une part personnelle, c'est ce que nous explique Guillaume. L'énergie dans mon appartement par exemple, il est particulièrement bien isolé, donc je chauffe peu l'hiver. La production d'énergie solaire, c'est pour l'eau chaude sanitaire, elle est convenable par rapport à l'été, ça mérite des réglages, donc je ne suis pas encore autosuffisant. Il y a quand même une production électrique
et gaz par rapport à ce logement. Ce carbone qui est faible, puisque dans mes habitudes quotidiennes, je vais à mon travail en vélo. J'utilise ma voiture principalement que pour des loisirs, mais je favorise des déplacements peu polluants. Il faut bien évidemment une très bonne organisation pour gérer tout le système et en plus les projets à venir. Buanderie, utilisable par aujourd'hui près des 3/4 des habitants de Terre Arte, qui sont plus d'une trentaine, viennent régulièrement faire leur lessive en utilisant ce lieu. 4 machines sont à disposition. Il y a une production qui est faite de lessive également fabriquée, utilisée par une majorité d'habitants. Ce lieu-là, il est particulièrement dynamique. À cela s'ajoutent d'autres espaces comme une salle polyvalente principale où il y a régulièrement des animations qui sont proposées chaque semaine. C'est une pratique du yoga le mercredi, mais des moments festifs, événementiels, des soirées karaoké, une soirée indienne bientôt. Toutes les initiatives sont bonnes, elles viennent de la part des habitants, on les encourage, ça contribue à vivre ensemble. Il y a un autre lieu aussi qui est utilisé assez régulièrement et de plus en plus, c'est la salle de bricolage. C'est un lieu favorable pour remettre en état son vélo quand il dysfonctionne, le gonfler, le nettoyer, le remettre en état, mais également réparer un meuble qui n'est pas en bon état. Là, on y retrouve des outils, une perceuse, visseuse. Pas la peine d'en avoir chacun une chez soi, on utilise celle du collectif. Là, on se trouve sur la terrasse collective, une des terrasses collectives d'un des bâtiments de Terre Arte. C'est un endroit agréable pour se retrouver au printemps et l'été aussi pour des moments partagés. Il y a des grillades bien souvent qui se passent ici. Des moments qui sont aussi des temps pour se retrouver après le travail, pourquoi pas. Donc il y a encore une fois un bien vivre ici. On a pu voir sur Terre Arte qu'il y a aussi certains qui ont une fibre plus de jardiniers. Il y a un potager qui est mis en place, avec des essais de permaculture. C'est des tentatives qui s'améliorent, qui font qu'on a une production qui est quand même intéressante aujourd'hui. Elle est que symbolique, on utilise, les quelques poireaux, carottes qui peuvent pousser dans notre potager servent souvent sur les dimanches participatifs, qui ont lieu une fois par mois. Chaque voisin, comme il peut, vient donner un coup de main pour le collectif. On tondra la pelouse, on fera quelques désherbages. On fera aussi une remise en état, un nettoyage des espaces communs. Voilà, ça c'est des moments qui sont organisés, on fait comme on peut pour venir. Surtout qu'il y a un moment convivial le midi où on mange ensemble et pourquoi pas quelques produits que nous donne le jardin collectif. Voilà la démarche. Ces derniers mois, on va dire que sur la résidence, les projets, il y en a un qui va surtout aboutir et se réaliser, c'est les locaux vélos qui sont exposés aux intempéries, vont être couverts en bois par des supports bois, des palissades en bois pour justement les protéger de ces intempéries. Ça, c'est une construction qui va se faire et très prochainement on va se mettre dans la construction puisqu'il a été voté un budget, il y a des dépenses de matériaux qui vont être faites pour améliorer ça. Alors finalement, pour réguler nos dépenses énergétiques, il faut savoir vivre ensemble, respecter la vie de chacun, avoir de faibles consommations et surtout toujours essayer d'aller de l'avant et de progresser dans cette démarche écologique. Donc moi je m'appelle Marielle Dubois, je suis cofondatrice des laboratoires de Biarritz. L'entreprise a été créée pour répondre à un besoin familial puisque je cherchais pour ma famille et pour mes enfants
une protection solaire qui soit respectueuse des océans et bien sûr respectueuse de la santé. Suite à ça, on a entamé des recherches sur l'algue rouge qui s'échoue ici sur la côte basque. On a découvert que cette algue avait des propriétés vraiment intéressantes dans la protection contre les UV, les UVA en particulier, puisque c'est une algue qui absorbe dans les UVA. Et donc on a formulé des produits solaires bio, certifiés. C'est très important parce qu'on peut être naturel mais non certifié. La certification nécessite tout un cahier des charges assez lourd. Et on a démarré la cosmétique de cette manière-là. Alors il y a deux grandes catégories au fait de produits solaires. Il y a des produits solaires qui sont à base de filtres chimiques et des produits solaires qui sont à base d'écrans minéraux. Et on utilise donc un vocabulaire différent. Filtre, ça veut dire qu'ils absorbent, mais en fait à l'intérieur de la peau, au niveau de la peau, comme un filtre à café. Et écran, c'est un miroir sur la peau qui réfléchit les rayons. Donc ce sont des mécanismes très différents. Donc les filtres chimiques sont non seulement nocifs pour la santé humaine, mais également pour les océans et pour la faune et la flore marine. Alors que les écrans minéraux, ça ressemble un petit peu au fait à des grains de sable. Donc si ces écrans venaient à se détacher de la peau, ce qui est peu probable par exemple avec nos produits, parce que nos produits sont très résistants à l'eau, mais s'ils venaient à se détacher de la peau, en fait ils iraient se déposer au fond de l'océan en étant en réalité non biodisponibles. Parce qu'inertes chimiquement. D'accord. Donc du coup, ces écrans minéraux sont acceptés dans tous les océans du monde, alors qu'il y a maintenant de plus en plus de filtres chimiques et donc de produits, on va dire, conventionnels qui sont interdits dans certaines zones protégées. Il y en a au Brésil, en Indonésie, au Mexique, à différents endroits dans le monde. Autre chose auquel il faut faire attention, c'est que les écrans minéraux ne veulent... C'est pas parce qu'il y a des écrans minéraux dans un produit qu'il est nécessairement bio. Par contre, si un produit est bio, il a nécessairement des écrans minéraux. C'est-à-dire qu'il y a des marques conventionnelles qui écrivent sur leur packaging à base d'écrans minéraux, mais qui complètent par des filtres chimiques. Donc il y a une série d'ingrédients. Et parmi les ingrédients, il y a donc un ingrédient qui nous est propre, sur lequel nous on a fait de la recherche, donc qui est un actif breveté, qui est l'algue rouge, mais il y a toute une série d'ingrédients. Il y a une base. Après, il y a les émulsionnants, il y a dans certains cas des conservateurs. En bio, on utilise assez peu de conservateurs, mais après, c'est une liste d'ingrédients. Dans nos produits, il y a relativement peu d'ingrédients, c'est entre 15 et 20. Et si on regarde les produits conventionnels, on arrive plutôt autour de 40 ingrédients. Aujourd'hui, on a 4 gammes. Oui. On a les produits solaires, il y a les produits de soins, donc d'hydratation, il y a les produits cicatrisants et il y a les produits bébés qu'on sort là fin mai. Donc on a 4 grandes gammes positionnées en dermocosmétique bio. Cette année, on crée une filiale pour développer une cosmétique zéro déchet. On va commencer par des produits d'hygiène. Ce sont donc des poudres cosmétiques compactées, qui sont donc des monodoses de shampoing, de produits pour la douche, etc. Ce sont des tablettes qui seront emballées dans des pochettes Kraft entièrement compostables dans un jardin. D'accord. Et donc ce sont des tablettes qu'on met dans la main, qu'on écrase, ça fait une poudre. Quand on y ajoute un peu d'eau, parce que quand on l'écrase, on est déjà sous sa douche, ça fait une mousse onctueuse et assez soyeuse et avec laquelle on peut se laver les cheveux. Et comme c'est emballé dans des sachets compostables, on est vraiment sur un produit zéro déchet. Et est-ce que tu as une idée de combien de bouteilles de plastique de shampoing sont vendues en France chaque année? Pas du tout. Pas du tout. 174 millions. Ah oui, d'accord. Juste pour le shampoing. Donc je ne parle pas de l'après-shampoing, des masques et autres, et des gels douche. Juste pour le shampoing, on utilise 174 millions de bouteilles de shampoing. Et donc on essaye de proposer une solution nouvelle, puisqu'avec ces monodoses, on arrivera à se laver les cheveux et se doucher de manière écologique en utilisant zéro plastique. D'accord.
Bon, ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un bus aujourd'hui, c'est 2 lignes qui sont en cours de réalisation. Donc la première ligne qui va permettre de faire la liaison entre l'est et l'ouest de l'agglomération. On va relier Bayonne, Anglet, Biarritz. C'est les travaux qui sont vraiment les plus avancés. Et il y a également un deuxième axe structurant qui va être réalisé à terme, plutôt une liaison nord-sud entre Tarnos, Boucau, Bayonne et le sud de Bayonne, Anglet. Alors, c'est tout simplement pour 2 raisons. Il y a une raison de coût, un tramway coûte très très cher, et donc également une raison de délai. C'est-à-dire que la réalisation d'un tramway prendrait beaucoup plus de temps, avec beaucoup plus de contraintes pour les usagers. L'avantage d'un projet comme le Trambus, c'est effectivement d'avoir des travaux, mais qui sont relativement légers, et qui permettent effectivement de maintenir la circulation et d'avoir moins de gêne pour les usagers et surtout un coût très réduit par rapport à un tramway. Tout à fait. Alors il y a eu plusieurs systèmes qui étaient imaginés au départ. L'idée c'est vraiment d'avoir un transport avec 0 émission. Donc il y a plusieurs candidats qui ont fait des hypothèses et finalement c'est le matériel roulant de l'entreprise Iritar qui est situé à proximité de Saint-Sébastien qui a été retenu. Et donc effectivement le fonctionnement c'est un bus avec des batteries sur le toit et il y aura un chargement qui se fera à chaque terminus uniquement. Donc c'est-à-dire qu'en bout de ligne il y a un mât de charge qui va être fixe et au-dessus du bus il y a ce qu'on appelle un bras, un pantographe qui est amovible. Donc quand il roulera le mât sera abaissé donc on ne le verra pas. Et c'est simplement en arrivant au terminus, il sera positionné juste sous le mât de charge qui va être fixe, que ce bras va pouvoir se lever et venir se connecter au mât. Et en gros, le mât, c'est simplement un chemin de câble, et donc il y a un gros câble électrique qui alimente ce mât, qui va donner une grosse décharge électrique pour recharger le bus. Donc les batteries qui sont sur le toit vont se recharger en l'espace de 5 minutes. Donc c'est vraiment ça la grosse force de ce matériel, c'est qu'en 5 minutes, montre en main, l'ensemble du bus sera rechargé et pourra repartir pour faire les 15 km de la ligne. Aujourd'hui, ce n'est pas encore arrêté. Aujourd'hui, on est en train de discuter avec le fabricant de matériel roulant et l'entreprise qui exploite le bus. Donc en gros, aujourd'hui, c'est Keolis qui met des chauffeurs, c'est les chauffeurs de Keolis qui vont faire tourner notre Trambus. Donc eux vont avoir à gérer l'approvisionnement de l'électricité. Et en fait aujourd'hui l'idée c'est vraiment d'avoir une énergie la plus verte possible. Donc on est en train de discuter avec eux pour avoir un pourcentage d'électricité verte le plus important possible. Aujourd'hui, oui, ça fait vraiment partie du projet global du Trambus, parce que finalement le Trambus, c'est pas simplement un projet de transport, c'est aussi un projet d'aménagement. Vous voyez, hein, on ne fait pas que des voies pour les bus, on aménage aussi de façade à façade, on refait les quartiers, et on prévoit également dans tout ce trajet l'intégration de pistes cyclables, de pistes piétonnes, de pistes cyclables. Et même aujourd'hui, on est en train de retravailler certaines sections du projet qui n'avaient pas forcément suffisamment de sections cyclables pour les intégrer au maximum. Donc, même, je vais aller plus loin encore, c'est-à-dire même sur le BAB où aujourd'hui on a quelques difficultés avec les associations cyclistes, on est en train de retravailler, même si le projet pour nous il est fini, on retravaille quand même pour trouver des solutions alternatives pour pouvoir mettre le vélo en parallèle du Trambus. C'est vraiment un projet global qu'on essaie de mener. Mais effectivement, la réflexion est intégrée dès le départ avec les pistes cyclables. Qui revient régulièrement. Aujourd'hui, on aurait la capacité de les faire monter, mais qu'aux heures creuses. Après, on a des difficultés parce que c'est des problèmes d'assurance. C'est-à-dire que si un vélo qui tombe, qui blesse quelqu'un, aujourd'hui, on est vraiment ce point-là qui est un peu contraignant par rapport au fait de faire monter des vélos dans les Trambus. Donc aujourd'hui, dans les réunions publiques, dans les rencontres, on leur dit non. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de monter avec vélo. Donc il y a les vélos pliables, mais les vélos classiques qu'on connaît, aujourd'hui, on se refuse de les faire monter.
serait-ce que je dis, c'est pas d'assurance essentiellement. Enfin, ça, c'est même pas une réflexion, c'est une recommandation gouvernementale. Alors, j'ai pas les dates exactes, mais je crois que c'est à échéance 2024 ou 2025. Il y a une obligation de finalement transférer tout ce qui est thermique vers une énergie propre. Donc, ça peut être de l'hydrogène, de l'électricité, même du gaz, et certains. Voilà. Donc, il y a vraiment une réflexion. Et notre délégataire, Keolis, est dans cette mouvance-là aussi. Donc, on est obligé de travailler aujourd'hui avec eux pour faire évoluer leur parc. Les côtes littorales basques sont des endroits magnifiques, ressourçants et dotés d'un patrimoine naturel hors norme. Cependant, les révolutions industrielles et la mondialisation ont entraîné la pollution de celles-ci. Pour lutter contre cela, de nombreux acteurs ont mis leur temps et leurs moyens à contribution. Nous sommes allés à la rencontre de Surfrider qui a accepté de répondre à nos questions et de nous expliquer leur dévouement. Alors Surfrider, c'est une association qui a été créée à Biarritz par des surfeurs qui souhaitaient en fait protéger leur spot de surf de la pollution de l'eau et de la pollution par les déchets. Aujourd'hui, on travaille sur 3 thématiques. On est sur le changement climatique, la qualité de l'eau et les déchets marins. L'idée, c'est de faire pression, donc mener des actions de sensibilisation, d'éducation, des scientifiques aussi, et des projets de lobbying pour faire changer les comportements et essayer de préserver nos océans. Donc les actions éducation, sensibilisation. Notre cible, c'est les citoyens. On cherche à inciter les citoyens à changer leur comportement. Par exemple, les citoyens utilisent plutôt une gourde qu'une bouteille d'eau, à acheter des produits moins emballés, à acheter en vrac si possible, ce genre d'incitation. On cherche vraiment à ce que les gens changent leur comportement et qu'ils aillent vers des comportements plus vertueux, plus respectueux de l'environnement. L'an dernier, on a eu encore plus de collectes qu'en 2017. Cette année, donc, on a ouvert de nouvelles antennes bénévoles. L'an dernier, on avait encore 36 antennes dans 10 pays européens. Et cette année, on a 43 antennes dans 11 pays européens. On sent vraiment qu'il y a une mobilisation des citoyens. Ça se voit aussi avec les marches pour le climat ou l'engagement des lycéens, des collégiens, etc. Donc il y a de plus en plus de monde qui rejoignent. Alors c'est très dur à dire. Dans l'océan, il y a des études qui ont montré qu'il y en avait de plus en plus. Sur nos plages, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y en a de moins en moins. Donc il y a des efforts qui sont faits, il y a des mesures qui sont prises. C'est des mesures qui agissent sur le long terme. On ne va pas observer tout de suite moins de déchets, mais sur le long terme, on va en observer beaucoup moins. C'est pas une pollution qui se résout du jour au lendemain. Ouais, alors Surfrider y a participé. À la fois au travers de ses salariés, il y a certains salariés qui ont participé. Et il y a aussi beaucoup de nos bénévoles, de nos antennes, qui ont pris part aux marches, notamment à Paris, où ils étaient très nombreux aussi à marcher pour le climat. Depuis, on a eu l'interdiction des couverts en plastique, des gobelets, des cotons-tiges, des mesures très importantes qui rentrent dans la loi de transition énergétique. On est très contents. Il y a eu des ambitions assez importantes à l'échelle française et à l'échelle de l'Europe. La feuille de route économie circulaire prend des engagements en termes de meilleure gestion des déchets. À l'échelle de l'Europe, il y a eu une directive qui a été votée dernièrement pour l'interdiction ou la régulation des plastiques à usage unique. On a besoin d'argent pour faire tourner l'association. Juste pour le rappeler, l'argent qu'on reçoit est entièrement réinvesti dans la structure. On a 3 sources de financement, quasiment un tiers de nos financements qui sont en public, l'État français, la Commission européenne, un tiers qui provient de financements privés, donc des entreprises, et un tiers qui provient des citoyens, de dons, d'adhésions, etc. Par exemple, Nature et Découverte, c'est des dons de citoyens. On veut observer une diminution des déchets présents sur nos plages et dans l'océan. C'est vraiment notre but ultime. La première victoire, faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets qui arrivent dans l'océan et qu'on n'ait plus qu'à traiter les déchets qui sont dans l'océan. Mais moi, je commencerais par exemple, utiliser une gourde plutôt qu'acheter une bouteille d'eau régulièrement. Ça permet d'économiser des tonnes et des tonnes de plastique. Et après, forcément, acheter en vrac, utiliser le moins d'emballage possible. Faire attention à l'origine, par exemple, de ses fruits, légumes, de sa nourriture. Je pense que c'est super important et on est super aussi content de voir l'engagement à la fois des écoles primaires, des collégiens, des lycéens et des étudiants en général pour la protection de l'environnement.
C'est en montrant qu'il y a un engagement des citoyens, des jeunes et des moins jeunes, qu'on arrivera à faire changer les choses. À partir du moment où il y a cet engagement, les politiques, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire en sorte que leur politique colle avec la volonté des citoyens. Et donc on est content de faire partie de ce film, Notre après-demain. Vous l'avez vu, Surfrider essaie à son échelle de régler de nombreux problèmes concernant l'environnement. Les déchets sur les plages, la qualité de l'eau et le réchauffement climatique sont au cœur de leurs préoccupations. Nous pouvons vraiment affirmer que Surfrider est un acteur participant à notre après-demain. Alors, à Surfrider, merci. Le SCO, c'est un outil au service du territoire au Pays Basque. Donc c'est une monnaie locale complémentaire, c'est que c'est défini légalement par le Code monétaire et financier. Voilà, mais c'est avant tout, avant cette définition légale, c'est un projet qu'on a mené entre bénévoles pour participer à la relocalisation de l'économie au Pays Basque et à la défense de l'Euskara, puisque notre langue est encore menacée de disparition au Pays Basque Nord. On arrive à peine à équilibrer le nombre de locuteurs, à arrêter l'érosion du nombre de locuteurs bascophones au Pays Basque. Voilà. Un des combats pour l'Euskara, c'est de faire en sorte que cette langue soit utilisée par les gens qui l'apprennent. Et ça passe par la présence de la langue basque dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. Et nous, notre apport à ce travail-là, c'est de mettre de l'Euskara dans les commerces du Pays Basque. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de mettre en place cette monnaie-là ou c'est une équipe ou quelqu'un d'autre? Je fais partie de quelques personnes qui y avaient pensé et on s'est retrouvés entre militants à avoir eu cette idée-là. Et du coup, depuis le début, on a travaillé ensemble pour créer le projet. D'accord. Et l'idée vous est venue comment, comme ça, du jour au lendemain? Moi, ça m'est venu parce que je suis journaliste en économie sociale et solidaire au départ, avant d'être salarié de l'EUSCO. Et j'avais travaillé sur les monnaies locales complémentaires quand j'étais journaliste à Paris. Et voilà, en venant ici au Pays Basque, j'ai commencé à apprendre la langue. Et un jour, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une monnaie locale en proposant aux commerces qui acceptent la monnaie de s'engager sur des défis pour l'environnement, mais aussi pour la langue basque. Et du coup, c'est comme ça que moi, l'idée m'est venue. Mais la même idée était venue à d'autres. Donc voilà, on s'est mis à travailler ensemble. D'accord. On a fait des recherches, on a vu aussi que l'EUSCO était la deuxième, je crois, économie locale mondiale, qui était la plus utilisée en France. Alors c'est de loin la première monnaie locale sur l'État français, puisqu'aujourd'hui il y a 76 monnaies locales en France, et l'EUSCO est la principale en termes de masse monétaire en circulation, mais aussi en termes de réseau professionnel. Et c'est aussi la première au niveau européen maintenant, depuis le mois d'octobre dernier, puisqu'on a 1,2 million d'EUSCO en circulation, à la fois sous forme de billets et sur les comptes EUSCO qu'on a créés. Et on a 850 professionnels qui sont dans le réseau EUSCO, qui acceptent les paiements en EUSCO. Et ça fait aussi, c'est le premier réseau, c'est le réseau le plus important qui existe en Europe de monnaie locale. Voilà, donc on est passé devant les Allemands du Chiemgauer en Bavière, qui avaient créé une monnaie, eux, dans les années 2000. Ouais, il est en avance sur nous, on les a rattrapés. Et on est passé aussi devant le Bristol Pound en Angleterre, qui était la deuxième monnaie locale. Ah oui. Voilà, aussi. Il y en a partout en fait, il y en a des dizaines en France, mais il y en a aussi des dizaines au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce. Voilà. C'est vraiment un nouvel outil dont de plus en plus de territoires et de gens s'emparent pour changer leur quotidien en fait. D'accord. Et est-ce que cette nouvelle monnaie, est-ce qu'elle impacte l'économie de Bayonne, de tout? Ça impacte beaucoup? Oui, on pense que l'EUSCO a un vrai impact qu'on a du mal à mesurer. Ce dont on est sûr, c'est qu'on crée des relations commerciales entre entreprises, associations, commerces, collectivités locales du Pays Basque. Puisque en gros 56%, donc c'est 850 professionnels, on a fait une enquête, et 56% des professionnels du réseau EUSCO ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser leur EUSCO. Donc ça veut dire qu'ils se sont tournés vers les fournisseurs locaux pour réutiliser leurs EUSCO, parce que s'ils voulaient les reconvertir en euros, ils paieraient une commission de 5%. Ah oui. Donc ils sont fortement encouragés grâce à cette commission-là à plutôt regarder l'annuaire des fournisseurs payés dans l'EUSCO qu'on a fourni. Et nous-mêmes, il suffit qu'ils nous appellent pour qu'on aille les voir et qu'on leur propose des solutions. Et grâce à ça, en fait, les gens s'appellent entre eux, commencent à travailler entre eux, et donc c'est des échanges qui sont faits en circuit plus court. Donc c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Donc c'est donc aussi une participation à la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un des gros enjeux de notre société aujourd'hui. Et les particuliers, ils utilisent des EUSCO aussi? Bien sûr. Aujourd'hui, je vais donner quelques chiffres. Il y a 3200 adhérents particuliers qui utilisent l'EUSCO, presque la moitié, 1480 aujourd'hui, qui ont ouvert un compte en EUSCO.
comme une carte de paiement, du coup, le Schco-carte qui permet de payer dans les commerces avec. On a 850 professionnels qui sont à l'Euschco, qui acceptent le paiement en Euschco, dont environ 500, 600 qui ont un compte. Je n'ai pas regardé les comptes récemment. Il y a 17 villes qui ont adhéré à l'Euschco, dont Bayonne, Hendaye, Ustaritz, Mendiande, Asparin, voilà, bientôt d'autres. Et la communauté d'agglomération Pays Basque, qui est la plus grosse agglo au niveau d'État français à avoir adhéré à une monnaie locale et à l'utiliser. D'accord. Et certaines villes ne veulent pas y adhérer ou... On n'a pas de refus pour l'instant. Il y a peut-être une ou deux présentations qu'on a faites à des conseils municipaux qui n'ont pas été suivis d'un vote. Mais il n'y a pas eu de vote contre, en tout cas. Il y a peut-être des conseils municipaux qui ont préféré, qui n'étaient pas suffisamment peut-être d'accord pour se dire qu'ils allaient adhérer dans des petits villages où on a été. Mais sinon, partout où ça a été présenté au vote, ça a été voté à l'unanimité. Donc, toute tendance politique confondue. Il y a 4 conseils municipaux qui ont voté contre, 2 à Laons et 2 à Ayer. Voilà. Parce que c'était des élus d'opposition qui votent un peu systématiquement contre les délibérations de la majorité. Mais voilà, c'est pas grave. Quelque part, ils ont le droit aussi d'être contre. Hein, il y a pas de... Mais bon, c'est un projet qui est très transpartisan. C'est un projet pour le territoire, pour l'environnement, pour la langue basque. Et ça réunit tout le monde aujourd'hui au Pays Basque. Oui, d'accord. Mais vous avez dit que vous pouvez ouvrir un compte pour les Euschco. Ça se crée comment, À partir de 16 ans, on peut ouvrir un compte dans l'Euschco. Donc entre 16 et 18 ans, il faut avoir une autorisation des parents, parce que c'est comme pour les banques, hein, il faut un accord écrit. À partir de là, vous allez sur Internet, sur le site de l'Euschco. En haut à droite, il y a marqué « Ouvrir un compte ». Et là, vous remplissez le formulaire, vous téléchargez vous uploadez votre pièce d'identité. Vous dites sur quel compte on va vous prendre des euros pour créditer votre compte Euschco. Et voilà, vous envoyez le tout et nous on vous envoie votre carte chez vous pour que vous puissiez derrière avec un code secret, bien sûr, un code PIN comme dans toutes les cartes de paiement, payer dans les commerces avec votre Euschco carte. Voilà. Et du coup, ça c'est vachement bien parce que quand je dis qu'on prend de l'argent sur votre compte euro, c'est qu'on demande à toute personne qui ouvre un compte Euschco, pour pas que ce soit juste une passade, de mettre en place un change automatique mensuel. C'est que tous les mois, on va vous prendre au moins 20 euros sur votre compte en banque habituel et on va créditer votre compte Euschco de 20 Euschco. Vous n'avez pas à vous en occuper, c'est nous qui faisons tout le travail, ça ne vous coûte rien. Par contre, ça veut dire que tous les mois, vous aurez au moins 20 Euschco sur votre compte. Voilà. Et c'est votre participation à la transition écologique et à la sauvegarde de la langue basque et aussi à la sauvegarde des emplois au Pays Basque. Parce que plus de relocalisation de l'économie, ça veut dire aussi des entreprises qui ont plus de moyens de résister à la grande distribution, de résister aux géants de l'Internet, hein, puisque de plus en plus dans la mode, pour les livres, voilà, et même pour de plus en plus de choses, même pour la quincaillerie aujourd'hui, c'est les géants de l'Internet qui s'imposent face aux commerces locaux. Donc voilà, en utilisant la monnaie locale, où que vous soyez, mais en l'occurrence l'Euschco, vous participez au maintien de l'emploi au Pays Basque et c'est aussi vos emplois demain. D'accord. Donc au final, il y a un réel avantage, vu que vous avez dit que 20 euros, ça représentait 20 Euschco. Il n'y avait pas de perte. 1 euro égale un Euschco, vous ne perdez rien. La seule chose que vous devez payer, c'est votre cotisation à l'année. Donc du coup, c'est 12 euros par an. Et pour les titulaires des minima sociaux ou les chômeurs, c'est 5 euros par an. Voilà. On fait un prix normal pour ceux qui ont le moins de moyens. Et il faut voir aussi que vous pouvez parrainer une association qui va recevoir 3% de ce que vous changez en... Du coup, en fait, pour promouvoir les gens à l'utilisation des Euschco, vous y allez directement en parlant. C'est simplement ça. Donc nous, après, aux associations qui se bougent ou aux groupes qui se bougent, on peut leur donner des annuaires qui vont expliquer où est-ce qu'on peut utiliser l'Euschco sur Bayonne, par exemple. Il y a plus de 100 adresses où on peut utiliser l'Euschco. On va donner aussi un petit flyer qui explique pourquoi l'Euschco. On peut venir faire une présentation aussi, comme on fait aujourd'hui, pour échanger avec les gens qui sont intéressés. Et voilà, on facilite le travail de mobilisation. Donc les associations, pour nous, c'est un gros vecteur de mobilisation. Mais aussi, on est sur Facebook, on est sur des tableaux d'infos, parce que tout le monde n'est pas dans une association ou n'a pas Facebook. Donc on est aussi sur le marché, on est dans des AG d'associations, on est partout pour aller parler aux gens, pour les mobiliser. Et ça marche très bien. Donc le but, c'est de généraliser un peu sur tout le territoire du Pays Basque. Tout à fait. Le but, c'est que l'Euschco devienne monnaie courante au Pays Basque, que tout le monde ait, à terme, peut-être en 10 ans ou 20 ans, mais que tout le monde ait des billets d'euros, des billets d'Euschco et une carte bancaire dans une banque classique. En général, assez peu responsables socialement et écologiquement, hein, puisque les grandes banques aujourd'hui en France ont des comportements qui ne sont pas bons pour la planète, très nettement. Donc du coup, c'est bien aussi d'avoir une carte en Euschco.
Parce que, comme j'ai dit, pour chaque euro qu'on change en Eusko, je ne sais pas dit ce qu'on en faisait, mais nous, on a 1 200 000 Eusko en circulation, c'est-à-dire qu'on a 1 200 000 euros en réserve. Pour chaque Eusko en circulation, les euros que vous nous donnez, nous, on les met en réserve. On les met en réserve dans une banque éthique, sur la nef ou le crédit coopératif. Donc ça, c'est de l'argent qui va peut être investi dans des mines de charbon en Australie ou dans du nucléaire. Oui. Qui a changé en 2 ans? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a disparu? Enfin, c'est des choses comme ça. Beaucoup de choses ont évolué depuis 2016. La première chose, c'est qu'on est passé au numérique. En mars 2017, on a lancé le système de compte Eusko avec le Eusko Carte, la carte de paiement. Donc ça a vraiment provoqué une accélération dans l'usage de l'Eusko. C'est clairement, en fait, la masse monétaire en circulation était en hausse constante depuis le début. Et depuis qu'on a lancé le numérique, hop, la courbe s'est redressée spectaculairement. Donc elle va encore plus vite. Donc ça a reçu une augmentation accélérée de la mise en circulation d'Eusko. Le numérique, donc ça c'est un gros succès. Ensuite, il y a eu les mairies qui ont commencé à adhérer à l'Eusko. La première mairie, c'est Hendaye, qui nous a demandé d'adhérer, elle est venue nous voir. Nous, on était en plein lancement de l'Eusko numérique, qui était quand même 2 ans de travail intense pour créer tout le système informatique qu'on gère nous-mêmes, avoir les autorisations légales pour le faire, un dossier juridique, dossier technique, recherche de financement, c'était un énorme travail qu'on a réalisé. Donc on n'était pas prêt pour forcément accueillir les mairies, mais comme on a tapé à la porte, on a répondu, donc on s'est lancé. Donc on a créé tout un processus d'adhésion des mairies, savoir comment est-ce qu'elles avaient cotisé, comment est-ce qu'elles pouvaient utiliser le Eusko elles-mêmes. Donc voilà, donc on a avancé bien avec Hendaye. Donc c'est vraiment tout ce qu'on veut faire est là-dedans. C'est au Pays Basque, plus parce que c'est une démarche de progrès. On ne demande pas aux commerçants d'être déjà vertueux, on leur propose de rentrer dans l'Eusko et de s'engager sur des défis pour l'environnement ou pour l'Euskala, comme mettre en place des produits, mettre en place un affichage bilingue, utiliser des produits locaux. Voilà, c'est des défis qu'on leur propose et sur lesquels on les accompagne. Donc voilà, c'est une démarche de progrès. On n'est pas jusqu'au boutiste, il ne faut pas que tout le monde soit parfait aujourd'hui, ça va être très progressif et c'est ça qui est intéressant. Plus écolo parce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on défend les circuits courts et l'agriculture paysanne. Plus Euskaldun parce qu'on défend la place de la langue basque dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est vraiment, pour nous c'est très important. Plus solidaire parce qu'il y a ce système de reversement aux associations dont j'ai parlé. On a distribué l'an dernier 18 900 € à 46 associations différentes. Voilà, donc il y a des associations qui touchent plus de 2 000 € par an grâce à l'Eusko. Et puis solidaire aussi parce qu'on défend l'emploi local. Donc voilà, l'emploi c'est aussi fondamentalement central pour la vie des gens. Voilà. Être salarié dans la société, ça passe beaucoup par le fait d'avoir un emploi. Pas pour tout le monde, mais pour certains oui. Donc avoir des emplois, pouvoir vivre et travailler au pays, c'est important. L'Eusko pour un Pays Basque plus écologique, plus Euskaldun et plus solidaire. Bienvenue à l'école Montessori. Welcome to Montessori School. Donc l'école est ouverte depuis août 2012, c'est notre 7e année et j'ai commencé à travailler sur l'école un an avant, c'est-à-dire en 2011. Le but de l'école, c'est donner à chaque enfant une voix qui est la sienne, faire en sorte que les enfants deviennent des adultes responsables et bien dans leur peau pour l'avenir. Donc c'est préparer les adultes de demain. Donc notre rôle, il est d'abord d'être le guide des enfants. Nous ne sommes pas enseignants, on est là pour orienter l'enfant, orienter les enfants en fonction de leurs besoins et les orienter en fonction de leur propre centre d'intérêt. L'enfant ne se développe pas tout seul, il a un potentiel de développement et on l'aide à exploiter ce potentiel de développement. La façon de travailler avec les enfants qui est vraiment différente, l'approche globale est différente. On ne se positionne jamais en frontal par rapport aux enfants. On est toujours au même niveau que les enfants. Et on est là pour les guider au fur et à mesure de leurs besoins. On progresse avec eux, on vit avec eux, on continue à se développer avec eux. On n'est jamais en adulte qui vient donner son savoir, apporter le savoir aux enfants. On ouvre des portes pour les enfants. Ce sont des enfants qui ont une automotivation pour ce qu'ils font. Que ce soit leur scolarité, leurs études supérieures, leurs activités sportives, les activités artistiques, ils ont une automotivation. Ce sont des choses qu'ils font pour eux et pour eux seuls. Un enfant qui sort de notre école et qui va rentrer dans une école traditionnelle après, en général, quand il a passé un certain temps dans nos écoles, il a
il a une confiance en lui qui s'est développée. Et ça va l'aider dans toute sa scolarité. Chaque enfant, quand il sort d'une école Montessori, il est capable de savoir quel est l'effort qu'il a à fournir. Il est très responsable de son propre développement et de son travail. On l'apprend à devenir responsable. Et ça facilite l'entrée dans n'importe quel environnement. L'enfant sait s'organiser, connaît ses points forts, sait sur quoi il peut s'appuyer, sait ce qu'il a à travailler. Et ça, c'est une leçon pour toute la vie. J'ai peu de gens qui m'ont suivi dans la création de ce projet au début. J'ai 5 parents qui m'ont fait confiance. Et après, c'est moi-même, en étant montessorienne, j'ai trouvé la force, comme les enfants qui travaillent dans nos écoles ici. Et j'ai décidé de prendre le risque d'ouvrir cette école avec 5 familles qui me suivaient. Quand j'ai ouvert cette école, je me suis aussi dit que ça pouvait ne pas fonctionner. Et je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, j'aurais fait quand même, j'aurais donné mon maximum et j'aurais appris quelque chose de ça. Et c'est ça que j'apprends aux élèves aussi, c'est que chaque erreur est quand même une marche qu'on gravit. Alors oui, notamment notre classe 6-10 ans a beaucoup progressé depuis le dernier documentaire. À l'époque, vous avez fait le premier documentaire, la classe 6-10 ans, elle était intégrée à la classe 3-6 ans. On avait un petit espace dédié. Aujourd'hui, on a une classe spécifique pour ça. La classe a été aussi modifiée en termes de nombre de guides Montessori. Nous travaillons en équipe, donc nous sommes 6. Donc au niveau de nos pratiques, de nos façons de faire, de nos façons de nous positionner par rapport aux enfants, dans la façon dont nous travaillons avec les enfants, bien sûr, nous évoluons en permanence. Alors, tout ça, c'est parti sûrement de ma propre expérience, où j'ai dû utiliser à haut niveau la langue anglaise. C'est que l'anglais, aujourd'hui, il est nécessaire. Avec l'anglais, on peut communiquer dans tous les pays du monde. Et être baigné dans la langue toute la journée, je pense que dans la petite enfance, c'est vraiment comme ça qu'on apprend le mieux une langue. Et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de créer une école bilingue français-anglais. Alors bien sûr, on sensibilise les enfants au développement durable, c'est essentiel aujourd'hui dans la formation des enfants. C'est important, dès la toute petite enfance, d'instaurer des petits réflexes et de faire prendre conscience à chacun des enfants que c'est par des petites actions que finalement on arrivera à un résultat satisfaisant. Personnellement, j'espère que les écoles Montessori, après-demain, il pourra peut-être y en avoir dans le public aussi, et que les parents pourront choisir en fait des écoles publiques Montessori ou traditionnelles comme ça existe dans certains pays. Donc c'est bien à mon sens d'avoir des types d'éducation qui sont différents et que chacun puisse choisir ce qui lui correspond, ce dont il a envie. Mais j'espère que la pédagogie Montessori, elle fera partie un peu plus de l'après-demain et de façon plus intégrée à l'éducation nationale de notre pays en tout cas. C'est pour que chacun puisse apporter un monde meilleur demain, après-demain.